Ibrahim Maïga, bonjour. Bonjour. Après les attaques de Boulkessi le 30 septembre et d'Indeliman le 1er novembre, l'armée malienne déplore la perte de près de 100 soldats. Pourquoi deux revers si meurtriers en si peu de temps ? D'abord, l'armée malienne se trouvait dans un état de grande désorganisation après le coup d'État en 2012. On parlait à l'époque d'une armée sous-équipée, démoralisée, mais surtout gangrénée par la corruption. 7 ans après, il est très difficile d'affirmer que ces mots ont totalement disparu. Ensuite, je pense qu'il est aussi indéniable que les groupes armés terroristes ont gagné en sophistication. Ils ont montré une capacité de résilience importante, significative, surtout après l'opération Serval en 2013. On voit qu'ils ne cherchent plus vraiment à exercer un contrôle territorial, du moins permanent, dans les localités où ils sont actifs. Et ils sont rentrés dans une forme de guerre asymétrique, en attaquant ou en s'attaquant principalement à des camps isolés, des unités mal protégées de l'armée. Et c'est ce qui explique en partie les revers importants qu'a enregistré l'armée malienne au cours de ces dernières semaines. Est-ce que l'état-major malien a mal pris en compte le renforcement des capacités offensives de ces groupes djihadistes ? Je pense que beaucoup, au-delà de l'état-major malien, ont sous-estimé la capacité de résilience de ces groupes. On le voit très bien, cette capacité de résilience ne s'observe pas uniquement au Sahel, elle s'observe également du côté du bassin du lac Tchad. Ces forces ont une capacité à se régénérer, à rebondir qui est impressionnante et qui montre qu'ils ont appris à se jouer des États, mais surtout à exploiter les failles de l'État. Et je pense que cette résilience pose aussi plus largement la question de la gouvernance, qui est souvent effleurée dans les discours politiques, qui est insuffisamment prise en compte dans les stratégies et pas du tout traitée dans les réponses apportées à l'insécurité dans le Sahel. Aujourd'hui, l'état-major malien décide d'abandonner ses positions les plus exposées, dont justement la base d'Indeliman, et de se replier sur des places fortes. Est-ce que ce n'est pas une victoire pour les groupes djihadistes ? Alors, au moins sur le plan de la communication, ça apparaît comme une victoire symbolique pour ces groupes armés terroristes, parce qu'il faut le rappeler, l'un des objectifs affirmés, affichés de ces groupes, c'est d'effacer, d'éliminer toute trace ou toute forme d'État dans ces espaces frontaliers, en chassant les enseignants, les administrateurs civils, mais aussi les forces de défense et de sécurité, tous les symboles de l'État finalement. Mais je pense qu'il faut aussi insister sur le fait que ce repli que vous venez d'évoquer n'est pas forcément un abandon de terrain. C'est un choix stratégique qui intervient après des revers importants et surtout de lourdes pertes contre des camps, encore une fois, isolés, mal protégés. Et donc, renoncer à l'installation de ces petits camps peut, dans un premier temps, s'avérer utile avant, bien entendu, de passer à une phase offensive. Je pense qu'il faut espérer que cette phase de consolidation, de fortification des camps ne soit qu'une étape vers une riposte beaucoup plus offensive, parce que même si vous avez des camps fortifiés, même si vous renforcez vos camps et que vous n'avez pas d'unité capable de pourchasser, de traquer ces groupes armés terroristes, il est clair que l'initiative reste entre leurs mains. Alors l'avantage de ce repli, c'est que les soldats maliens seront moins exposés. Est-ce que cela est devenu la priorité politique du président Ibrahim Boubacar Keïta ? Si ce n'est pas devenu une priorité politique, c'est sûr que c'est une préoccupation majeure parce qu'il y a eu beaucoup de mécontentement à la suite de ces lourdes pertes. Il y a eu aussi quelques manifestations à Bamako, en dehors de Bamako, de la part non seulement des familles des militaires qui sont tués sur le champ de bataille, mais on sent qu'il y a de plus en plus une forme d'impatience et de fatigue, non seulement de la part des populations, mais je crois qu'il y a une colère sourde aussi au sein de l'armée qui n'est peut-être pas exprimée, et c'est peut-être tant mieux. Mais tout cela implique quand même de prendre des dispositions fortes, même si bien évidemment ces dispositions s'avèrent être des solutions de très court terme. Est-ce que le putsch de 2012 contre le président Amadou Toumani Touré est encore dans toutes les têtes à Bamako ? Évidemment que c'est dans un coin de la tête des politiques, en particulier ici à Bamako, parce que les circonstances ne sont pas si différentes que ça à bien regarder. Même si on peut noter bien évidemment la présence internationale très forte dans le pays. Je pense que l'expérience de 2012 a aussi peut-être refroidi les ardeurs pour ce genre d'initiative, mais c'est un souvenir que beaucoup de gens gardent en mémoire, à commencer par les responsables actuels. Alors la présence internationale, c'est la MINUSMA et Barkhane. Il n'y a pas d'enlisement, dit la ministre française de la Défense Florence Parly, mais est-ce que Barkhane n'est pas en train de s'enliser ?
Alors, sans parler d'enlisement, on voit qu'il y a des difficultés importantes auxquelles fait face l'opération française Barkhane, mais pas qu'elle seule. Toutes les armées présentes au Mali, on est face à des individus qui se fondent au sein des populations locales, qui savent jouer encore une fois des failles de l'État, en particulier en matière de gouvernance. Donc, ce type de combat doit s'inscrire dans la durée. Il ne faut pas penser qu'en l'espace de quelques mois, qu'on va y arriver, à les neutraliser de tout l'espace qu'ils occupent actuellement. Florence Parly, la ministre française, dit espérer l'arrivée d'ici la mi-2020 de forces spéciales européennes. Est-ce que cela peut changer la donne? On peut en douter parce qu'il y a déjà beaucoup de forces armées en présence sur le territoire malien. La réponse militaire n'est qu'une composante de la solution qui doit être beaucoup plus globale. Je pense qu'il est peut-être plus pertinent de s'interroger sur la crise de gouvernance dans ces espaces-là, sur le rôle que peuvent jouer les partenaires dans l'accompagnement et l'appui des États pour qu'à nouveau ils s'installent dans ces espaces-là et qu'ils soient crédibles, légitimes aux yeux des populations. Donc je ne crois pas que les forces spéciales européennes parviennent là où les forces armées nationales maliennes, nigériennes ont échoué, tout simplement parce que c'est un combat qui demande une collaboration des populations et je ne pense pas que les forces étrangères puissent bénéficier aussi facilement de la confiance nécessaire dans le cadre de cette lutte. À Bamako, dans les manifestations de soutien à l'armée malienne, on entend maintenant des slogans contre les forces étrangères assimilées à des forces d'occupation. C'est un phénomène marginal ou important? C'est un phénomène qui gagne quand même du terrain, il faut le dire. Il y a un sentiment anti-forces étrangères, mais en particulier un sentiment anti-français qui monte non seulement à Bamako, mais aussi dans d'autres capitales sahéliennes. Au Niger, on a vu des manifestations il y a quelques mois, au Burkina, il y a encore quelques semaines. Donc c'est un sentiment qui gagne en importance. Mais ce sentiment anti-français, il ne semble pas être relayé par les partis politiques. Est-ce qu'il est organisé? C'est un sentiment qui n'est pas relayé par les partis politiques, du moins les plus significatifs du pays, même si en privé, certains acteurs politiques se plaignent justement de l'action ou parfois de l'inaction de la France au Mali. Maintenant, il y a probablement des calculs politiques qui font que le sentiment, ou en tout cas le mouvement n'a pas gagné les écuries politiques. Pour l'instant, il reste relayé en particulier par la société civile, par les acteurs de la société civile au Mali. Depuis la conférence d'entente nationale de 2017, certains prônent le dialogue entre Bamako et certains groupes djihadistes. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question qui revient souvent sur la table, surtout après des revers ou des défaites militaires. ISS avait déjà fait une recommandation sur la possibilité d'établir des discussions ou un dialogue avec, si ce n'est pas le leadership le plus haut, le plus élevé, le leadership intermédiaire de ces groupes. Tout simplement parce que les études menées par ISS ont montré qu'une partie des individus qui rejoignent ces groupes ne le font pas par idéologie, le font par frustration, parfois par esprit de vengeance. Et donc, il est possible, si le terrain est bien balisé, d'établir des canaux de discussion, un dialogue avec ces acteurs-là. Bien évidemment, ces discussions n'ont pas nécessairement vocation à être fortement médiatisées. Donc pour vous, un dialogue est possible, mais pas avec Iyad Agrali ou avec Abou Walid al-Sahraoui? Alors, le dialogue avec le leadership le plus élevé est bien entendu très compliqué, très complexe à organiser. Il n'est pas totalement impossible. Pour notre part, ce qu'on recommande, ce qu'on suggère, c'est d'explorer la possibilité de toucher dans un premier temps le leadership intermédiaire qui parfois a un ancrage local beaucoup plus fort, mais surtout qui a moins de liens avec des groupes établis hors du pays, mais surtout qui a moins de comptes à rendre à des chefs djihadistes algériens ou autres. Ibrahim Maïga, merci.